Merci à tous d'être venus. Merci à vous d'être en salle Blin. Ça va Blin? Ouais. Allez, c'est fait comme ça, je voulais la faire. Merci. J'allais vous dire, c'est bientôt fini, mais non, il y a 45 minutes. Bon, on voit que l'écosystème Android, il est en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, pourquoi ce sujet? Pourquoi ce sujet? Ça fait une dizaine d'années, et je vois beaucoup de visages connus dans la salle, une dizaine d'années qu'on fait de l'Android, du software development. Beaucoup de problèmes qu'on a rencontrés et qu'on rencontre encore, ont trouvé des solutions. Pourquoi ce sujet? Ça fait quelques années, 2 ans que je suis freelance aussi, j'ai retrouvé ces problèmes plusieurs fois. Je suis sûr que certains de ces problèmes, vous les avez aussi dans votre quotidien. J'ai commencé à les lister à une époque, j'en avais une quarantaine. J'ai commencé à me dire, mais en fait, ces sujets-là reviennent régulièrement. Donc je voulais faire une présentation avec ces sujets et en fait vous partager un peu des solutions, des illustrations, comment y remédier. Je ne vais pas vous dire que tout ce que vous allez trouver, ce sera des constats, des questions, des réponses, des opinions, mais c'est aussi à vous de prendre ce que je vais vous donner, à savoir des opinions. Des fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord, on pourra en discuter, il n'y a pas de problème. Au contraire, je suis très friand de vos retours aussi, parce que ça va nous permettre de nous améliorer. On va avoir quelques objectifs dans cette présentation. Principal objectif, identifier les problèmes concrets qui freinent la productivité, la qualité, la fluidité du développement. Le deuxième objectif, évidemment, ça va être de vous proposer des pistes de solutions, des méthodes concrètes et également des retours d'expérience. Troisième objectif, ça c'est plus pour moi, ça va être d'éviter d'être dans l'émotionnel. Et effectivement, des problèmes qu'on rencontre au quotidien, qui créent de la frustration au quotidien. Nous, là, l'objectif aujourd'hui, c'est plus de prendre du recul, de visualiser la big picture, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre quotidien via des solutions. Donc essayons d'éviter d'être dans l'émotionnel. Je vous disais tout à l'heure, j'avais commencé à lister un peu tous les problèmes, j'en avais une quarantaine. C'est un talk de 40 minutes, donc avec l'introduction et la conclusion, ça faisait moins d'1 minute par problème. Je trouvais que c'était pas très facile à suivre. Je les avais triés en fait dans différentes catégories, donc tout ce qui est tooling, tout ce qui est communication, tout ce qui est process, et tout ce qui est culture aussi, culture d'entreprise. Finalement, je me suis rendu compte que tous ces problèmes-là, on pouvait s'amuser à les trier d'une autre manière. Et en fait, je les ai triés suivant les 7 péchés capitaux. Vous les connaissez certainement. Moi, j'adore ce film aussi avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parcourir les différents problèmes qu'on peut rencontrer dans des équipes techniques. Alors, on va beaucoup se focaliser sur Android, évidemment, mais il y a des problématiques qu'on va retrouver dans différentes plateformes. Autour des 7 péchés capitaux, à chaque fois, on va voir les symptômes de ces péchés. On va également voir des illustrations, donc des situations que vous avez peut-être rencontrées dans votre quotidien. Et évidemment, on va essayer de voir comment on peut y remédier. Le premier symptôme, c'est l'orgueil. Enfin, le premier péché capital qu'on va voir, c'est l'orgueil, que j'ai qualifié de over-engineering ou le « moi je sais ». Les symptômes que j'ai souvent vus, c'est la tendance à surconcevoir, faire de l'over-engineering, faire du code des architectures un peu trop complexes. On dit souvent pour la beauté du geste. Le deuxième symptôme que j'ai vu, on va illustrer ce deuxième symptôme juste après, c'est le refus d'écouter le client ou de prendre en compte la satisfaction du client parce qu'on pense avoir raison. Alors je pense que vous avez toujours entendu ce collègue qui dit « Ouais, moi je m'y connais sur un téléphone, les utilisateurs ils ne savent pas utiliser un téléphone ». Donc ça, c'est des signaux qui sont assez mauvais généralement quand on entend ça. Est-ce que vous connaissez Bourbon? Qui connaît Bourbon ici? Personne? Ouais, génial. Bon, écoutez, c'est parfait. Donc Bourbon, c'était une application qui permettait aux utilisateurs de se géolocaliser dans des bars, dans des restaurants. Ça a été nommé suivant le bourbon du Kentucky. Au début, on planifiait des rencontres, on postait des photos, on gagnait des points pour avoir des activités. Ils ont commencé à analyser leur base d'utilisateurs, ils se sont rendus compte que en fait, les gens utilisaient beaucoup la partie photo. Ils ont pivoté, c'est devenu Instagram, avec le succès qu'on connaît. Deuxième exemple d'illustration de bonne écoute de la satisfaction client,
Qui se souvient de Le Bon Coin avec ce bon vieux fond jaune? Ah là, il y a des mains là. Alors j'avais discuté avec un designer de Le Bon Coin parce que je me disais franchement, vous vous rappelez, c'était quand même pas beau. Hein, enfin, comment on peut être designer chez Le Bon Coin avec un site pareil? Alors désolé s'il y en a de Le Bon Coin dans la salle. Il m'a répondu, mais en fait, Renaud, nos utilisateurs, en fait, ils sont assez âgés et en fait, ils ont ce genre d'écran, le bon vieil écran cathodique. Et le jaune, en fait, ce jaune un peu pisse, rendait vraiment bien sur leurs écrans. Donc en fait, ils ont adapté le design par rapport aux utilisateurs. Et je trouvais que c'était pertinent et qu'en fait, là, le designer avait une vraie valeur ajoutée. Donc ça, c'était pour la satisfaction client. Les symptômes de la surconception. Là, ça va être très opinionated, vous pouvez me jeter des tomates si vous voulez. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a No in Android. No in Android, pour information, Google a quand même, ils n'ont pas sorti ça de nulle part, ils ont fait des sondages, ils ont essayé d'être à l'écoute des développeurs. Ils ont demandé quelles architectures ils utilisent au quotidien, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Et ils nous ont proposé un projet open source, le QR code il est là, si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder le code source de Now in Android. Ils continuent de le maintenir même après plus de 2 ans. Et ils nous ont livré, donc c'est une application un peu Master Detail View, dans laquelle on a de la navigation, différents foldables, tablettes, etc. Donc c'est vraiment une application quand même complète. Mieux que ça, en fait, ils nous ont donné de la doc. Et en fait, cette doc, elle est hyper intéressante quand on est dans une équipe technique, où plutôt que d'avoir des débats sans fin sur des décisions, etc., architecturelles, bah en fait, peut-être qu'on peut se dire, bah, Google, ils sont aussi intelligents finalement, ils ont quand même écouté pas mal de développeurs dans le monde. Je pense qu'ils s'y connaissent un peu sur Android, donc ils ont des opinions. Est-ce que certaines opinions qu'ils sont en train de nous donner à travers cette documentation pourraient la reprendre? Donc ils ont fait un découpage qui n'est pas un découpage en clean archi. Beaucoup de gens ont tendance à croire ça. On le voit tout de suite parce que la partie domain layer, elle est ici optionnelle. Et ils l'expliquent en fait. Ils le disent dans la doc, juste en bas, n'est pas connu sous la forme de clean archi. J'aimerais vous proposer de regarder juste un code source que j'avais vu chez un de mes clients. C'est masqué, voilà, je fingerpoint person. C'est ça. Et il y en avait des centaines et des centaines dans le code. Donc on est sur une interface avec un nom à la Java à l'époque, préfixé par le use case, un completable use case, donc là on se dit completable de Rx. Il y avait le flow use case juste à côté, etc. Donc on est vraiment sur l'entassement de pas mal de différentes librairies. On est sur un home repository, donc on a un repository par rapport à un écran ou une feature. On a l'agrégation avec un autre use case. On a du coup le Rx. On fait l'exécution, etc. Et au final, on se rend compte qu'on a écrit tout ça. Et ça, il y a des centaines et des centaines de fichiers comme ça dans ce code pour ça. Voilà. Donc là, vous allez me dire, oui, mais Renaud, on fait ça pour écrire des tests. Il n'y avait pas de tests. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aussi on arrive dans des codebases, des fois, où on se dit, waouh, j'ai des compétences recyclables, des compétences que j'ai acquis via mes autres expériences. Et en fait, il va falloir monter en compétences par rapport à l'architecture qui est différente. Très bien. Mon propos là, c'était vraiment de dire, on a déjà des outils, et il faut en plus de ça qu'on apprenne par rapport à d'autres décisions, comment monter en compétence sur une codebase. Ça, c'est un autre exemple que j'ai vu récemment. Donc là, on est sur un UI model. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les défauts constructeurs. Pourquoi est-ce qu'on met un compagnon avec un default? Je ne comprends pas non plus le immutable, je ne comprends pas pourquoi il y a un persistent list. Et je suis sûr que vous avez vu une super présentation hier qui explique qu'en fait, on peut mettre un stability configuration file. Pour tous vos modules, vous allez pouvoir utiliser Kotlin Collection et en fait, pas forcément avoir besoin de faire du persistent, du tout persistent à chaque fois. Donc si vous ne connaissez pas, regardez à cette partie-là. En plus de ça, comme maintenant on a le strong skipping mode qui est enabled par défaut dans la version Kotlin 2 et quelques, tous ces problématiques, en fait, ça rajoute beaucoup de complexité. Alors, vous allez vous faire gronder si dans ce code-là, vous n'avez pas mis un UI model avec un companion object de default, parce que ça ne suit pas certaines conventions. Ah oui, ça c'est... merci Morgane. Si vous allez sur le code source et vous tapez non-stable construct, vous verrez tout
les classes, les objets qui sont déjà considérés comme stables par le compilateur Compose. Donc allez jeter un coup d'œil, des fois ça ne sert à rien de rajouter des classes si elles sont déjà ici. C'est finalement une super architecture, c'est aussi pour faire de la qualité. C'est ce que nous on veut faire. C'est quoi la qualité? Je me suis posé la question suivante, c'est quoi la qualité? Et en fait je me suis rendu compte que la qualité ça dépend en fait de qui on parle. Pour un dev, la qualité ça va être un code facile à lire, facile à modifier et performant. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on garde tout le temps en tête par rapport aux exemples d'avant. Par contre, des fois, on va avoir des discussions avec des project managers, des PO, etc. Pour eux, la qualité, c'est quelque chose qui est utile, c'est une fonctionnalité qui est facile à expliquer, et aussi quelque chose qu'on peut perdre de vue quand on est des développeurs, c'est quelque chose qui ramène de l'argent. Je pense qu'il y a aussi le spectre client. C'est quoi pour lui une appli de qualité? C'est une application qui fait le job, qui est facile à utiliser, c'est fun, c'est agréable à utiliser. Quelque chose qui est hyper important, c'est que quand on va vouloir faire une super architecture ou écrire du beau code, on va se dire, ouais, mais on peut en fait inspecter la qualité du produit. Et en fait, il y a un concept qui est hyper intéressant, c'est que ça dit, vous ne pouvez pas inspecter la qualité du produit pour la simple et bonne raison qu'une valeur, qu'un produit, la qualité d'un produit ne peut pas être ajoutée ou améliorée par des inspections, puisqu'en fait, c'est déjà en production. Donc, vous pouvez améliorer l'incrément, mais l'idée, c'est de toujours améliorer et de visualiser la qualité en amont. Donc, pensez à chaque fois à mettre un socle solide, sans aller non plus dans le over-engineering, sans faire quelque chose de trop complexe. Et je ne dis pas que c'est quelque chose de très facile à faire, au contraire, c'est quelque chose sur lequel on est vraiment, vraiment sollicité par notre expertise, par nos expériences passées. Alors, comment faire simple? Et on dit souvent less is more, ou on dit souvent faire simple, c'est en fait très difficile. Bon, on a pas mal de principes, donc là je vais aller assez vite parce que je pense que vous les connaissez tous. Le fameux KISS, Keep It Simple. Donc c'est un principe qui encourage à garder des solutions très simples autant que possible, en évitant d'anticiper des besoins futurs sans preuve concrète. On a aussi le YANI, You Aren't Gonna Need It. Donc c'est un principe où on implémente uniquement ce qui est nécessaire à l'instant présent. On n'a pas besoin de développer des fonctionnalités ou des architectures pour des cas d'usage hypothétiques. On verra, ça va aussi arriver dans un autre péché capital. Et évidemment, celui-là, le solide, vous le connaissez tous, on le voit souvent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va prendre souvent en considération quand on développe pour éviter l'orgueil. Un autre péché capital, l'avarice. Alors celui-là, c'est un de mes préférés, tout vouloir tout de suite. Donc ça, c'est faire plein de fonctionnalités. Les symptômes, c'est ça. On cumule les fonctionnalités en backlog, les priorisations ne sont pas très claires, on empile les chantiers, on a plein de repos, plein de microservices, on n'a pas du tout la capacité humaine ou technique pour tout tenir dans les temps. J'ai passé, pardon. Symptômes, oui. Illustration. La plupart du temps, on se rend compte que definition of ready, definition of done, de qu'est-ce qui est attendu et comment est-ce qu'on peut considérer que c'est fait, c'est jamais clair. Et du coup, on rajoute dans le backlog des user stories qui vont s'empiler sans jamais avoir des vraies conditions d'acceptation. On va aussi voir une équipe dans laquelle le backlog a énormément de tickets. On se retrouve aussi des fois avec une colonne work in progress qui est énorme et qui n'avance jamais. Voici un Kanban. Alors j'ai flouté un Kanban sur un projet sur lequel j'ai pu évoluer. Là, l'idée, c'est juste de vous donner des outils pour que d'un coup d'œil, quand vous voyez un Kanban, vous disiez « Ah, voici ce qui ne va pas, voici ce qui ne va pas, voici ce qui ne va pas ». Donc on va faire cet exercice, je vous le montre là, je vous donne les outils et après on va le regarder et puis on essaiera de voir ensemble quels sont les problèmes de ce Kanban. Hormis le fait que c'est flouté parce que je n'allais quand même pas vous montrer les tâches. Il y a 6 outils que je vais vous donner aujourd'hui. Le séquenceur, le Redbean, le Suspended, le One Piece Flow et Junka et le flux tiré. On va les voir rapidement chacun les uns après les autres. Premièrement, le séquenceur. Le séquenceur, c'est la colonne qu'on appelle souvent to do. En fait, on préfère l'appeler séquenceur parce que ça permet d'ordonner les tâches. Et c'est aussi notre agenda de lancement. L'idée dans une équipe, c'est que n'importe qui soit capable de prendre le premier ticket, celui qui est en haut, qui est donc le plus prioritaire. Alors ça va arriver des fois dans une équipe, un tel sait mieux le faire, donc il va le prendre. Mais l'objectif quand même, c'est de savoir dans une équipe que n'importe qui peut prendre n'importe quel ticket, et donc celui qui est le plus prioritaire.
Donc avoir ce séquenceur, c'est aussi notre agenda de lancement. Le suspended, alors ce qu'il y a pas mal avec, si vous utilisez Jira, c'est le add flag qui vous permet de visualiser en jaune pardon, un ticket. Donc lui, pourquoi vous le mettez? En fait, vous dites, je ne suis plus en mesure de travailler sur ça parce que je suis dans une situation suspendue. J'attends qu'un tel me réponde, j'attends que ce soit mergé, j'attends quelque chose. Je suis juste bloqué, je ne peux pas travailler sur ce ticket. La partie red bean est un peu différente du suspended. C'est une pièce non conforme ou défectueuse. C'est typiquement, je prends un ticket, la definition of ready n'est pas bonne, l'aspect est manquante, je manque d'informations, je ne vais pas commencer à travailler dessus, je vais donc le mettre dans red bean. L'intérêt du red bean, c'est d'avoir une colonne qui nous permet de visualiser tout de suite le problème et d'inciter à la résolution rapide de ce problème-là. Alors sur les chaînes de production, ils vont carrément lever les mains, arrêter la chaîne de production, se rendre compte de « Ah, pourquoi c'est comme ça ?» On va vérifier parce qu'il y a des risques qu'on crée d'autres red beans et donc qu'on perd du temps. Le One Piece Flow, alors celui-là c'est mon préféré, One Job at a Time. Combien de fois ça nous arrive d'être bloqué, d'être en suspended et de se dire « Bon, bah, je ne vais pas me tourner les pouces, de toute façon j'attends quelqu'un, donc je vais prendre un autre ticket. » Et puis on se retrouve bloqué, bah, je ne vais pas me tourner les pouces, je reprends un autre ticket, etc., etc. Puis on se retrouve avec 5 tickets en cours. Ça, je pense que tout le monde l'a vécu ici. Le One Piece Flow, on sait que c'est prouvé que de travailler sur un sujet à la fois est plus efficace que de travailler et de paralléliser sur 5 sujets en même temps. Plus efficace, et aussi on va faire du code de meilleure qualité. L'intérêt aussi d'être en One Piece Flow, c'est on va visualiser les problèmes parce que quand on est bloqué, on va le montrer et derrière on va dire voici la résolution et on va éviter d'être de nouveau bloqué pour la même raison. Alors, le symptôme le préféré, c'est on n'a pas les clés de traduction. Bon, bah, je ne peux pas merger, je n'ai pas les clés de traduction. J'attends d'avoir les clés de traduction. Puis je travaille sur un autre ticket, ah bah j'ai pas la clé de traduction. On est bloqué, on n'a pas la clé de traduction. Et ça, tout le temps, le même problème récurrent. Peut-être qu'on pourrait se dire, bah, on s'arrête, on se pose, on met en place un process pour avoir les clés de traduction à chaque fois. Le Heijunka, celui-là, si on est en sprint, c'est assez simple, c'est comment est-ce qu'on flush, en gros, notre colonne done, donc comment est-ce qu'on fait un livrable. Si on est en sprint de 2 semaines, bah, du coup le Heijunka, c'est le rythme à laquelle on délivre de la valeur 2 semaines. On peut aussi se dire, bah, c'est tous les jours. On peut aussi se dire, c'est tous les mois. Ça dépend de la vélocité de l'équipe, ça dépend aussi des choix d'entreprise. Et le flux tiré, alors celui-là, c'est tout un concept culturel, c'est bon, je l'ai mis un peu le flux poussé dans ta tronche, c'est le manager qui dit fais ça tout de suite maintenant, versus je suis en capacité de prendre mon ticket, de me l'assigner, de me le mettre en work in progress, de travailler dessus. Vous voyez la différence entre fais ça, je te l'assigne, je te le mets dans to do ou dans in progress, versus je suis dans un état où je peux travailler, j'ai fini mes sujets, je prends le suivant. Ça, c'est aussi un état d'esprit à avoir. Et ça permet aussi vachement de responsabilisation de toute l'équipe technique. Je m'engage à travailler sur ce ticket-là et d'aller le pousser jusqu'à la colonne done. Alors, qu'est-ce que vous voyez maintenant? N'hésitez pas à interagir. Hein. Ouais. Ouais, exactement. Bah déjà, il y a du One Piece Flow qui n'est pas respecté. Tout à fait. Bien vu. Ah, QA. Bah, oui, une review, QA. On a aussi un bloc, on a un red bean, donc du coup, il faudrait qu'on regarde tout de suite pourquoi est-ce qu'il est bloqué. On a des gens qui sont assignés alors que la colonne, elle est en séquenceur. Ça veut dire qu'ils bah, ne travaillent pas dessus, mais pourtant, ils sont déjà assignés. Ça veut dire que c'est mon ticket. Bah non, en fait, le but, c'est que n'importe qui prenne chacun un ticket. Ouais, donc ça, ce sont des outils qui vont vous permettre justement, quand vous voyez un Kanban, de vous dire hey, qu'est-ce qui ne va pas trop dans l'équipe? Bah voilà, en fait, grâce à un Kanban, et c'est là où on se rend compte d'une chose qui est hyper intéressante, c'est qu'un Kanban, ce n'est pas du tout un outil pour faire du suivi de projet. En fait, le Kanban, c'est un outil pour visualiser des problèmes. Et grâce aux outils qu'on a et à un Kanban, on est capable de voir quels sont les problèmes qu'il y a dans l'équipe. Bon, il y a d'autres solutions. Le timeboxing, bon ça, je vais y aller rapidement, hein, vous connaissez tous. Imaginons on a besoin de travailler sur une tâche, on va se donner une durée fixe, on va se focus sur une seule tâche et on va faire une évaluation après du timebox. Ça, c'est des outils qui fonctionnent aussi. C'est pas garanti qu'on livre quelque chose à la fin, mais au moins on va se faire un avis. Pour la priorisation, on a aussi la méthode Moscou. Donc pour chaque ticket, on va se dire qu'est-ce qui est must have, should have, could have, won't have. Et en fait, ça va nous permettre tout simplement de se dire won't have, c'est les éléments qui sont exclus du périmètre immédiat. Donc ceux-là,
on pourrait les envisager, mais dans une version future. Ça nous permet de mieux prioriser notre séquenceur. Et le dernier, ça c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé chez Doctolib, j'ai trouvé ça très intéressant. Un PM, quand il va donner un ticket, il va avant tout faire une analyse de savoir quel est l'impact, le pourcentage d'utilisateurs impactés par cette fonctionnalité. Je trouve que ça tire beaucoup de bonnes choses parce que quand on travaille sur un ticket sur lequel on va avoir un impact à 100% des utilisateurs, 100% de nos clients, en fait, on se dit, ok, là il y a de la responsabilité, c'est quand même un sujet important. Donc ça, je trouvais ça sympa parce que ça permet de collégialement avoir tout le monde autour de la satisfaction client et de mieux connaître nos utilisateurs. La luxure, la soif de nouveautés et de gadgets. Ça aussi, j'aime bien. Vouloir utiliser les toutes dernières technologies ou frameworks sans se poser la question du ROI et de la maintenance. Faire des POC à répétition sans jamais stabiliser, on a toujours la CI qui ne marche pas, on n'a pas un socle fiable. Ça, c'est un projet sur lequel j'ai bossé. Alors du coup, on a du Coin, on a du Dagger, on a du Coroutine, on a du RX, on a les GitHub Action, on a Bitrise, on a Firebase Crashlytics, on a Sentry, on a Firebase Analytics en amplitude. Et bah, j'avais plus de place. Mais voilà, vous voyez l'idée. Je pense qu'on a bossé aussi sur des projets comme ça. J'ai aussi eu une discussion avec un de nos collègues Android qui me disait à partir de maintenant, moi tous mes projets, je les fais en multiplateforme. Pourquoi ? Pourquoi tu fais en compose multiplateforme? On te l'a demandé, tu vas faire de l'iOS, non, mais comme ça au moins je suis prêt. Ok, et ça c'est en prod, ils utilisent ça, parce que au cas où. Donc moi on est vraiment dans un exemple de luxure. Comment y remédier? Alors je ne pensais pas à dire ça, mais comment y remédier? Je vais vous livrer une idée, voilà, à vous de l'apprendre. Gradle. Alors ça je pense que vous n'y attendez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée c'est qu'on va essayer d'enlever un maximum de dépendances inutiles. Et comment on va enlever un maximum de dépendance? On va aussi se concentrer sur la rapidité de notre build. Et en fait, tout ça, la toolchain sur Android, c'est Gradle. Donc je pense qu'on néglige souvent tout ce qui est autour de l'optimisation autour de Gradle, d'avoir une stratégie de construction, de build de notre app avec Gradle. Donc là, l'objectif, avec ces 4 étapes, c'est vraiment de se dire comment est-ce que j'arrive à supprimer des dépendances, comment j'arrive à mesurer aussi mon temps de build et toujours vérifier que mon temps de build, si je rajoute des dépendances, n'explose pas. Pour visualiser le temps de build d'une application, on a le moins profile qui va vous donner un output, un export très sympa, voilà, qui dit en gros ça met tant de temps. On a la même chose avec le scan qui lui va directement uploader ça sur Gradle Build Scan. Donc ça, on peut avoir la version payante avec plus d'informations. Ça marche très bien aussi. Si vous avez la version payante, vous pouvez avoir une analyse hyper détaillée de chacun de vos builds, des dépendances, de qu'est-ce qui a été plus lent. Je recommande, vous pouvez avoir un premier rapport gratuit et tous les uploader sur le Gradle Scan. Et un autre outil que moi j'apprécie particulièrement, c'est le Gradle Profiler. Donc vous installez Brew Install Gradle Profiler et vous faites un moment benchmark sur votre flavor. En fait, pourquoi j'aime bien? Parce qu'il va automatiquement avoir des scénarios qui vous permettent de build et de rebuild automatiquement plusieurs fois et de faire votre benchmark tout simplement. Donc là, j'ai pris le scénario de base, ici, que je passe performance.scénario. Il va définir, alors je pense que vous voyez bien, la task assemble comme étant la task par défaut. Et derrière, si je ne précise pas, il va juste dérouler les tâches directement de manière alphabétique. En fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a même une partie Android Studio Sync depuis Hedgehog qui permet par exemple de faire un clean Gradle avant de lancer le build. Donc vraiment, on est dans des conditions sur notre machine où on peut bien monitorer, benchmarker le temps de build. Et ça donne ça en output. Donc là, par défaut, j'ai lancé 10 builds. Ça va me donner la moyenne, ça va me donner la médiane, ça va me donner le temps pour chaque build. C'est très visuel et on arrive à avoir une valeur. Donc ça, la première étape, c'est... Alors, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, il faut quand même migrer tout en KTS avant, sur votre partie Gradle, prérequis, migrer en KTS. Ensuite, mesurer le build time. Deuxième étape, donc là l'objectif c'était les dépendances, Gradle Catalog. Donc là on est, en fait c'est pour centraliser toutes les dépendances, pour éviter toute duplication, faciliter les mises à jour, et améliorer la lisibilité en fait, de nos dépendances dans notre application. Alors c'est un fichier TOML dans lequel on définit les versions, les librairies, les plugins.
Ensuite, on va appeler directement libs. Alors, vous pouvez changer aussi libs, hein, c'est dans les paramètres, mais par défaut, ça va être libs. Et vous pouvez utiliser le libs plugin. Et ensuite, là, j'ai défini stdlib et coroutine. Les avantages, c'est version unique pour chaque lib. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on a l'autocomplétion dans l'IDE, on a même la suggestion des nouvelles versions directement dans l'IDE, donc ça, on peut le faire. Mise à jour simplifiée, et on centralise tout. Les Gradle Convention, moi je les appelle un peu les macros à Excel. Ça, je pense que c'est super intéressant. Vous allez créer un projet Build Logic dans lequel vous allez mettre un settings, un build. Vous allez définir un build Gradle avec vos plugins et en fait, vous définissez votre macro. Donc, il faut juste faire une librairie qui extend plugin project et derrière, vous définissez votre macro. Donc là, c'est une macro pour définir à chaque fois le compile SDK, le min SDK et d'activer compose. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir dans le Build Logic Convention un register. On va enregistrer ce plugin en local en fait. On va lui donner un ID et on va lui donner l'implementation class. Donc ici Android Library Convention Plugin, je le récupère ici. Et derrière en fait, je vais pouvoir faire juste un alias et appliquer ce plugin directement pour avoir moins de code et du code partagé et de la logique entre chaque module, par exemple de feature. Comme ça, ma feature onboarding ou ma feature login, elles pourront avoir la même configuration. Donc ça évite la duplication de code de Gradle, ça impose des standards cohérents entre chaque module, ça réutilise facilement une configuration partagée et ça garde aussi les builds de chaque module assez lisibles. Enfin, les Manage Device. C'est une fonctionnalité de Gradle qui vous permet de lancer et également de générer des émulateurs Android pour faire tourner des tests instrumentés UI directement en ligne de commande ou depuis votre CI. C'est aussi, bon, pour des raisons évidentes, compatible avec Firebase Test Lab. Et je pense que c'est idéal dans des pipelines de CI/CD pour éviter de la flakiness des tests. Alors, là, j'ai utilisé le code de Now in Android, puisque je l'ai fait tourner via le projet Now in Android. Et en fait, si vous faites un petit Gradle wrapper task, vous allez tout de suite avoir différents... Là, par exemple, le pixel, différentes tasks qui vont vous permettre de tourner pour un pixel 4, un pixel 6, un pixel C, et tout ça sur votre machine. Donc c'est hyper pratique pour faire tourner vos tests UI sur votre machine et ensuite les pousser sur la CI pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc automatisation complète des tests UI, pas besoin de lancer l'émulateur manuellement, compatible avec les CI, que ce soit GitHub Action, GitLab, Bitrise, facile à configurer et à intégrer dans vos pipelines, parce que du coup c'est du Gradle W. Donc là on vient de voir qu'on a fait. On a vu comment mesurer notre temps de build, on a vu comment réduire nos dépendances, on a vu comment améliorer nos tests, et on a vu comment réduire le boilerplate dans les parties Gradle. Finalement, ce qui est important, c'est de, après, faire une loop avec tout ça. Continuellement recommencer, continuellement mesurer, continuellement améliorer. La partie Gradle Profiler, en fait, on a visualisé le temps de build. Catalogue, si vous voulez, vous pouvez mettre un depend.abot, un renovate, enfin quelque chose qui vous ouvre des PR pour automatiser tout ça. Comme après on a les tests, ça peut être pratique. La partie Gradle Convention, ça vous permet de modulariser votre application. Pourquoi pas mettre de côté des choses qui sont un peu plus legacy et mettre en place des modules qui seront un peu plus nouveaux. Et évidemment, la partie Gradle Manage Device, c'est pour les tests. Alors l'envie, un autre péché capital, se comparer et ignorer son propre contexte. Vouloir copier les méthodes des autres équipes, c'est plus cool sans comprendre les spécificités de son projet. Jalouser aussi les succès externes ou même en interne de certaines équipes au point de négliger des fois le dialogue. Ça, je trouve ça super intéressant. L'IETF, ils écrivent des standards. Ils ont fait un standard sur comment ils se mettaient d'accord pour écrire des standards. Donc c'est celui-là, On Consensus and Humming in the IETF. Donc humming, ça veut dire que pour dire s'ils ne sont pas d'accord, ils vont faire très fort. Et plus ça fait le bruit d'abeilles, plus il y a de gens en désaccord, et c'est comme ça qu'ils vont en gros savoir s'il y a beaucoup de gens d'accord ou pas d'accord. Cette méthode pour se mettre d'accord, j'ai discuté avec un staff chez Uber, c'est ce qu'ils utilisent aussi, parce que c'est une énorme entreprise Uber, donc ils doivent se mettre d'accord sur des principes Android, et donc ils utilisent ce principe-là. Moi je pense que ça peut être un moteur hyper positif, si ça pousse une équipe à s'inspirer des meilleures pratiques, mais je pense qu'il faut aussi s'adapter de manière intelligente à son propre contexte. Des fois, ça peut devenir un frein. On va se mettre à copier un peu aveuglément, sans trop comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça. S'ils font ça, c'est bien.
Je pense que c'est important aussi de prendre à chaque fois du recul, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi eux est-ce qu'ils font ça, et pourquoi en fait ça convient très bien à Uber, pourquoi ça convient très bien à la IETF, et pourquoi peut-être ça ne nous convient pas nous dans notre équipe. Au final, comment y remédier? Il faut apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut faire pas mal de mesures. Alors un des problèmes que je vois assez régulièrement, le premier c'est le single source of truth. Vous voulez aller chercher de la doc, il y a de la doc dans Notion, il y a de la doc dans Confluence. Alors déjà, il y a Confluence, Notion. Il y a les Google Workspace avec des documents qui sont partagés. Il y a des fois des emails. Single source of truth. Je pense que ça, c'est hyper important. La doc, elle doit être un endroit. Alors, il y a toujours un collègue qui va préférer un outil à un autre. Je pense que c'est important qu'on mette de l'eau dans notre vin et on se dise, la doc, elle est là. On utilise l'outil sur lequel on s'est tous engagés à communiquer. Pareil pour les fichiers OpenAPI. Des fois, ils sont dans d'autres repos, dans un autre repo. Enfin, on ne sait pas où ils sont. Donc ça, c'est assez rapide. Comment apprendre à se connaître? On a les métriques Accelerate. Les métriques Accelerate, elles sont sur deux piliers, qui sont au final des piliers qu'on retrouve souvent dans le développement informatique. Au final, c'est la vélocité, notre vitesse, et la qualité. La vélocité, elle se mesure via deux métriques, la fréquence de déploiement, le lead time, donc c'est entre le moment où on a fait la demande, la client a fait une demande, et le moment où on lui donne dans les mains. Moi, j'aimerais bien rajouter aussi le cycle time. Le cycle time, c'est le moment où, en fait, par exemple, dans une équipe mobile, on va passer de to-do à done et mesurer combien de temps ça met pour faire de to-do à done. Je pense que c'est hyper intéressant quand on est une équipe de savoir mesurer le to-do à done. Alors en plus, si vous utilisez des outils comme Jira, Linear, c'est très facile à exporter. Parce qu'en fait, si on se dit que pendant 3 mois, on a la même équipe et que globalement, on met 2 jours pour faire une tâche de to-do à done, peut-être qu'on va reconsidérer le fait de faire des estimes. Parce qu'en fait, le fait de faire des estimes où on est en avance de phase, on est un peu des fois au doigt mouillé, on va se prendre des suspended parce qu'on ne sait pas si machin il est en vacances, si bidule il a répondu ou pas. Il y a plein d'exemples possibles. Peut-être qu'on peut se dire, en fait, ça fait 3 mois qu'en moyenne, on met 2 jours pour faire un ticket. Peut-être que c'est hyper intéressant d'arrêter de faire des estimations et de se dire, voilà, en général, on met 2 jours. C'est ça. L'idée après, bien sûr, c'est pas de se dire on va mettre 2 jours et on est content. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut mettre 1 jour maintenant. Alors vous allez me dire, d'accord, on peut faire aussi des tickets de manière plus granulaire, mais aujourd'hui, après X mois, on est capable de faire un ticket en X temps. La qualité, ça c'est les évidents pourcentages d'échecs de déploiement et le temps moyen pour corriger une erreur. Alors, le dernier, le temps moyen pour corriger une erreur, il est forcément très fortement corrélé avec le lead time. Combien de temps on met la vélocité pour faire quelque chose, forcément c'est corrélé au temps qu'on va mettre pour corriger. Gourmandise, trop de process et de réunions. Multiplier les réunions, les revues de board au point de noyer tout le monde. Contexte switching, celui-là on a vu le One Piece Flow tout à l'heure. Processus administratif excessif. Ça je l'ai pris d'internet, mais je pense que vous connaissez tous quelqu'un, un de vos collègues qui a un agenda comme ça. Vous connaissez tous aussi quelqu'un qui vous a dit qu'on pouvait faire un enfant avec 9 femmes en 1 mois. Et vous connaissez tous un collègue qui est Superman, qui sait tout, et quand il n'est pas là, en fait, on est tous bloqués. Ne soyez pas Superman pour des raisons de buzz effect, pour des raisons... Alors moi j'ai un exemple, je vois qu'il y a des anciens de Parotte dans la salle. On avait quelqu'un qui travaillait sur la libGPS, donc en C. On s'était tous dit, il n'y a que lui qui sait s'en servir. Tu t'en rappelles bien. J'ai regardé le code, je me suis dit, c'est quand même du C, je peux y aller. Il avait mis des décalages logiques partout. Il avait fait en sorte, je pense, que son code soit incompréhensible, sauf pour lui. Donc quand il n'était pas là, on ne savait pas. Il avait eu une promotion. C'est dommage. Donc ne soyez pas Superman. Pour les processus, de manière générale, notre valeur elle est sur écrire du code, mais il faut aussi penser à automatiser. Et des fois ça nous arrive d'écrire des tâches Jira. Et en fait on a de super outils comme les GPT. Donc là on va créer ensemble un GPT en quelques secondes pour justement automatiser la création de tickets Jira qui peut être une phase laborieuse. Donc moi je vais dans mon GPT, je fais créer, j'ai la partie configuration. Et en fait, je vais lui dire, voilà, on a un standard, on s'est mis d'accord pour que, quand je dois écrire un ticket Jira, je dois avoir un expected result, une section description, une section how to test et une section how to reproduce, par exemple, si c'est un bug.
je vais configurer ça, et ensuite, le jour où je dois écrire, alors j'ai fait un truc, voilà, j'ai utilisé la vocale, le micro, pardon, j'ai dit, bah, voilà, je dois faire un ticket, la couleur des items sélectionnés sur Android de la bottom bar ne sont pas bons, mais les mots en vert, et fais-moi un ticket avec ça, boum. Bon, en 2 secondes, il me fait ma petite description, mon résultat attendu, lorsque l'utilisateur sélectionne un item, machin, comment tester pour la QA. Voilà, j'ai pris quelques secondes pour justement automatiser une tâche qui peut être un peu répétitive. Donc essayez de penser au maximum à automatiser des tâches qui peuvent être redondantes, qui peuvent être un frein des fois à votre créativité ou à vos initiatives. Il y a la même chose, on en parlait ce matin, on peut apparemment brancher, alors moi j'avais mis Notebook, parce que ça marche très bien pour de grands niveaux de documentation, mais apparemment par exemple si vous utilisez Confluence, vous pouvez connecter ça à LLM, et par exemple vous pouvez l'interroger, c'est très pratique pour l'onboarding de nouveaux arrivants, où ils peuvent poser des questions, savoir dans quel contexte ces décisions ont été prises, pourquoi ces décisions sont comme ça. La colère, quand la tension monte dans l'équipe. Symptômes. Alors, bon, je ne vais pas faire la partie humaine, là on va parler de Git. On va parler de code review. Dans les code review, il y a beaucoup de non-dits pendant la relecture des PR parce que c'est en asynchrone et des fois ça se fait sans dialogue. On a aussi des fois l'impression que chacun veut faire prévaloir ses idées. Alors il faut savoir que le temps d'une code review, en général, il est exponentiel par rapport à la taille de la PR. Et je pense qu'il est corrélé au niveau d'agacement qu'on peut avoir quand on relit des fois certaines PR. Comment y remédier? Il y a énormément de présentations que vous trouverez sur comment faire une bonne code review. Moi, je suis parti de ce principe où on allait juste se poser quelques questions. Et c'est des règles, je pense, à mettre en place au sein de toute l'équipe et de les dire et de les redire. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait une code review? Je pense que c'est important de se dire que l'objectif, c'est de partager de la connaissance, de merger le code. L'idée de faire une code review, c'est pas de dire je suis plus malin que toi. L'idée de faire une code review, l'idée, c'est qu'on s'accompagne pour mutuellement aller jusqu'au merge. Donc partager aussi la connaissance et les choix qui ont été faits. Pourquoi? Parce qu'on fait des code reviews pour suivre des conventions qu'on s'est fixées tous ensemble. Si on a décidé que collégialement on allait faire ça comme ça, la code review nous permet d'être sûr que, ok, on a tous bien suivi le standard. Donc finalement, c'est qui va décider si le code est prêt à être utilisé ou pas? On va se dire collégialement, c'est bon, ce code-là, il est prêt à être utilisé. Quand? Ça, c'est à décider. À quel moment est-ce qu'on va merger? Ça peut arriver qu'on se dise, ça, on le mergera plus tard, ça, on le merge tout de suite. Et enfin, où? Ça, j'encourage de plus en plus. C'est un collègue qui, à chaque fois que j'avais des retours, il disait, Renaud, est-ce qu'on peut s'appeler? Et ça, j'appréciais énormément parce qu'en fait, j'avais fait mes retours, et en discutant de vive voix avec lui sur chacun de mes retours, on allait 10 fois plus vite. Il n'y avait aucune animosité, c'était dans la construction. Donc je vous encourage à, quand vous avez des commentaires sur vos PR, prenez le temps, appelez-le. Je pense que personne ne refusera de discuter de ces retours. Et ça, c'est mettre en place et le rappeler régulièrement. Bon, évidemment, il y a les pull request templates, il faut intégrer ça dans la CI, il faut mettre en place de l'analyse statique pour vous automatiser et que vous puissiez vous concentrer essentiellement sur le fond de la PR et pas sur la forme. Bon, je partage celui-là aussi. Ça, c'est une discussion qui m'est arrivée un jour. Donc on m'envoie salut à 10h02, moi je réponds salut à 10h03. Pour info, moi mon moment de focus, en général, c'est entre 10h et midi, c'est là où je suis bien réveillé, c'est là où je suis assez productif. Voilà. 10h03, je réponds. Ça va. Ça va et toi? J'ai une question pour toi. Là, il y a le lunch coma aussi qui vient de se passer. Donc ça m'est arrivé. Je pense que vous avez dû avoir la même. En fait, oublie. On fait une réunion pour en parler. Voilà. Donc ça, c'est toujours très délicat, mais il y a tout un site, sayno.net, voilà, où ils expliquent, ils l'utilisent aussi chez Mozilla. Arrêtez de dire bonjour, ça va en 3 messages. Dites bonjour, est-ce que tu vas bien si vous voulez être poli, et en même temps poser la question dans la foulée. Pourquoi? Donc là, il donne des exemples. C'est sur Internet, c'est disponible. Parce que vous faites des interruptions. Parce que, imaginez, quand on était en présentiel et que j'étais derrière mon poste de travail, qu'on me tape sur l'épaule pour me dire « j'ai une question », ok, on en discute. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire « oh, il est occupé, je vais me mettre dans la file ». Puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive. C'est déjà arrivé que j'ai 3 personnes
autour de moi qui attendent gentiment, comme à la boucherie, que je sois disponible. Quand on est en remote, on a Slack, les gens ne savent pas que je suis en train de répondre à quelqu'un. Donc en fait, ils partent du principe que la réponse va être immédiate. Oui, mais en fait, on est en train de faire autre chose. Et ils ne le savent pas parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Donc pensez que quand vous allez poser une question à un de vos collègues, vous êtes potentiellement en train de l'interrompre. Et potentiellement en train de créer du context switching. La paresse, la facilité de la non-action. Ne pas mettre en place des bonnes pratiques, test et monitoring par flemme ou inertie. Oui, on m'a déjà dit, la flemme de faire les tests. Laisser traîner des décisions, reporter les actions des rétrospectives, ne plus faire d'amélioration continue. Alors l'illustration, c'est LSI, elle est pétée, et on ne peut pas faire dans un autre ticket. Pré-prod, c'est encore pété. Tu peux me filer les secrets, bon, t'emmerdes pas dans Slack, ça sera bien. Je sais pas faire, c'est lui qui s'en occupe, en général. En fait, c'est déjà un truc on a déjà eu ce problème-là auparavant. Ça, c'est des exemples qui montrent une certaine paresse de notre part. Et je me mets complètement dedans. J'ai 2 suggestions. Les méthodes Pomodoro. Alors ça, c'est pas mal. Après un lunch coma à 14h, se dire je vais lancer 25 minutes et je vais me timeboxer du temps pour essayer de faire des choses que j'ai jamais l'habitude de faire. Se prendre, je sais pas, un vendredi à 14h et se dire là, je vais me lancer 25 minutes, j'y vais. Ou alors se dire je suis entre 2 réunions d'1 heure, je vais me lancer 25 minutes et on va voir ce qui se passe. Il y a un autre moyen aussi, c'est le PDCA, Plan, Do, Act, Checked. Alors ça, c'est une méthodologie, vous écrivez un document en 4 sections, PDCA. Première section, le plan, on identifie un problème, quel qu'il soit, de n'importe quelle nature, c'est une douleur qu'on a au quotidien. On l'identifie. On définit un plan d'action et surtout, le plus important, c'est on trouve un moyen de mesurer, de savoir comment est-ce que je peux mesurer à quel point ce problème est récurrent, tout simplement. La deuxième section, ça va être le do. On va essayer de mettre en œuvre le plan, élaboré donc dans une petite échelle pour tester son efficacité. Troisième point, c'est on va évaluer après un certain moment les résultats obtenus par rapport aux objectifs et comme on a mesuré, on peut remesurer et on voit si on a amélioré les choses. Et si c'est positif, on check et en fait on écrit un standard. On a apporté un ajustement et on a standardisé une réussite. Je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable quand on arrive sur un nouveau projet. On pose une question un peu naïve et la personne en face nous dit oui, on fait ça de telle manière parce qu'il y a tel problème et il est en fait en capacité de justifier, de nous donner un document. On voit qu'il y a de l'historique, on voit qu'il y a eu de la réflexion. On dit ok. C'est très agréable de rentrer dans une équipe et d'avoir justement des standards mis en place. Alors la difficulté du PDCA, c'est que quand on fait des standards, il faut faire des PDCA, il faut encore faire des standards, c'est très circulaire, c'est de l'amélioration continue. Des fois, il faut aussi se dire on a échoué, donc on en retente autre chose. Donc ça, c'est pareil, ça nécessite pas beau, il faut vraiment suivre jusqu'à ce qu'on arrive à résoudre le problème. Conclusion. Finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a quelque chose de très culturel, qui est la culture de l'amélioration continue. Et c'est quelque chose que je pense on devrait tous essayer d'embrasser au quotidien, se dire comment être meilleur. Ne pas dire à notre PM, on a fait 50 points au sprint d'avant, on va faire 50 points. Non. Comment est-ce qu'on va faire 51 ? Comment on va faire 52 points ? Il y a quelque chose qui est hyper intéressant, c'est quand vous faites un sondage dans l'équipe, comment vous définissez qu'une journée peut être productive. Alors là, c'est une vraie analyse. Il y a des gens qui vont dire ouais, j'ai écrit plus de 10 lignes de code, d'autres qui vont dire ouais, j'ai écrit au moins une ligne de code. Il y en a qui vont dire quand il fait beau et que le bureau est calme. Il y en a qui vont dire en fait, j'ai pas été interrompu, j'ai pas été en réunion, j'ai pu me concentrer. Tout le monde a sa vision de la productivité. L'amélioration continue, c'est quelque chose qu'on appelle aussi le Kaizen. C'est la traduction d'amélioration continue, qu'on peut aussi traduire en japonais par analyser pour rendre meilleur. Finalement, cette culture qu'on appelle le Kaizen, c'est des petites étapes qui au final, au long cours, vont mener vers des changements significatifs sur du long terme, qui va permettre, dans un vecteur de culture d'amélioration continue, l'implication de tous, puisque tout le monde veut qu'on s'améliore. On va naturellement en fait, supprimer des activités qui sont sans valeur ajoutée, puisqu'on se concentre justement sur créer de la valeur. On va mettre en place des standards, ce qui va permettre d'arriver avec de nouveaux arrivants dans l'équipe avec des processus. Donc ça va être plus rapide pour eux de monter en compétence sur la code base.
Et on a vu que le cycle des PDCA, donc c'est une méthodologie justement pour planifier, tester, évaluer et ajuster les solutions. Quelque chose que je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'on travaille dans des équipes. Il y a différents scopes, il y a différentes valeurs. Il y a la partie du développeur, il y a la partie d'équipe, il y a la vision de l'organisation, il y a la vision du consommateur. Un dernier point, je pense, et c'est ma dernière slide promis, c'est qu'à la fin de tout ça, finalement, on reste tous des humains. On peut faire des erreurs, et justement, le principe d'amélioration continue, c'est de se dire, d'accord, on a fait des humains, malgré tout, on a fait des erreurs, pardon, malgré tout, on est... on peut faire des humains aussi, si vous voulez. Et en fait, on peut faire des erreurs. Le but, c'est de se dire, d'accord, on a fait des erreurs, comment on va essayer d'éviter de refaire la même erreur, de faire la même erreur 2 fois. Donc ce que je voulais dire par là, et c'est un peu une ouverture sur ce que je viens de dire, peut-être vous allez dire une certaine contradiction, mais soyez aussi flexible, soyez justement en capacité de vous dire, voilà, les choses ne doivent pas être figées, il n'y a pas de réponse pour tout, ça ne doit pas être noir ou blanc. Le plus important, c'est qu'on soit tous d'accord. Voilà. Donc on est human after all. Ben, je vous remercie beaucoup, et si vous avez des questions... Bah, merci pour la présentation. En fait, je vais poser un petit peu sur le contexte parce que ces pratiques que tu as mis en place, je pense que c'est plus adapté pour les contextes plutôt agiles, j'imagine, parce que par exemple pour les startups où il y a vraiment des grosses pressions auprès des livrables, il y a beaucoup de paresse dans les startups parce qu'on s'en fiche de tout. On veut produire en ignorant tout le reste autour. Ou pour les personnes qui travaillent en mode cahier des charges, etc. C'est pas assez agile, malheureusement, pour pouvoir respecter tous les principes. Et on peut vite faire arriver dans les pièges, je pense. Alors, j'ai pas trop parlé finalement d'agile. J'ai repris certains concepts, mais j'ai plus finalement parlé de lean. Et j'ai parlé plus de culture de s'améliorer, d'être tout le temps dans l'amélioration. Effectivement, quand des fois on est dans des startups, on va nous dire, bah, en fait, Renaud, les tests, on s'en fout. On met en prod et on y va. Il faut qu'on aille vite. Finalement, bah, les métriques s'accélèrent, où on fait se dire comment est-ce qu'on peut aller vite. Bah, on peut aussi prendre 5 minutes pour les regarder et se dire comment je peux aller encore plus vite. Et je pense que dans une start-up, mettre l'accent sur la qualité et la vélocité, qu'en fait on soit dans une start-up, dans une grande boîte ou dans une petite boîte, on va le retrouver systématiquement. Après, c'est à nous de savoir est-ce que je mets l'effort plus sur la vélocité, ce qui peut arriver dans des contextes de start-up, ou sur la qualité, ce qui peut arriver dans des entreprises bien solides, par exemple sur une application bancaire, j'imagine qu'on va plus avoir un focus qualité, à savoir que tout est bien testé, tout suit bien les standards, etc., au détriment peut-être de la vélocité. Mais je pense que ce que j'ai dit peut s'appliquer aussi dans un... Bah, je l'ai déjà appliqué dans un cadre de start-up. Moi, tu nous as donné des outils pour reconnaître ce qui ne va pas dans un tableau Kanban, du coup. Et j'ai pas compris la différence entre le red bean et le suspended. Ah oui, tout à fait. Non. Alors le suspended, c'est vraiment, j'ai commencé à travailler sur la tâche, tout est prêt, la definition of ready, elle est bonne. Je peux travailler, par contre là, boum, je me rends compte que je suis bloqué, au sens où je n'ai pas, par exemple, des credentials, donc j'attends le travail d'un third party. Le red bean, c'est... et ça peut être aussi un QA qui va le mettre en red bean. Il va dire, bah voilà, je ne peux pas travailler sur cette pièce, elle est défectueuse de base. Donc la valeur que je dois apporter, ma valeur ajoutée sur cette pièce, je ne peux pas la mettre. Donc en fait, c'est déjà foutu. Donc on va la mettre dans le red bean. Et en fait, on va regarder cette pièce et on va se dire, bah, comment on en est arrivé là en fait. Voilà. Donc c'est un peu la différence entre pièce défectueuse et je suis bloqué parce qu'il y a quelqu'un, un tiers qui me bloque. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais du coup, on n'aurait pas pu vérifier dans les definition of ready que justement on avait les credentials. Bah exactement, c'est là où on voit qu'on est humain après tout, c'est que même si des fois on sait que tout est bon, alors pour les credentials effectivement, là on ne l'avait pas vérifié, du coup on le met dans le red bean, et en fait le but du jeu c'est de se dire mais pourquoi on est arrivé là? Ah, parce qu'on n'a pas vérifié qu'il y avait les credentials. Et ben en fait on va mettre en sorte que dans la definition of ready, s'il y a besoin de credentials, on les met dedans. Et c'est comme ça qu'on s'améliore, pour ne plus avoir ce problème de credentials. Le problème classique que j'ai cité, c'était avec les clés de traduction.
Chaque fois, on arrive, on n'a pas la langue, on n'a pas la clé, puis on revient sur notre ticket, on n'a toujours pas la clé, on a oublié de la mettre dans le standard, donc peut-être qu'on peut le rajouter dans le definition of ready, on va voir les clés disponibles, ou les traductions disponibles.